Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation sur ce salon du Made in France où visiblement les politiques aujourd'hui sont présents, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Alors, vous allez être soumise aux mêmes règles que les candidats qui vous ont précédés. À savoir que nous avons donc à peu près 20 minutes pour faire le tour de votre programme autour des questions de réindustrialisation, puisque le sujet, enfin, arrive sur le devant de la scène dans une campagne présidentielle. Mais pour commencer, je vais vous poser la même question qu'aux autres. Quel bilan dressez-vous des dernières décennies? Comment en sommes-nous arrivés à cette désindustrialisation? Quel est votre diagnostic, puisque c'est en passant par un diagnostic qu'on peut ensuite apporter les réponses qui seront efficaces? Bien, merci de votre invitation dans ce salon du Made in France que je fréquente depuis le premier numéro. Donc je suis très heureuse de voir qu'il a grandi dans des proportions qui veulent dire quelque chose, je pense, de la manière dont la société française souhaite aujourd'hui sortir d'une philosophie. Donc je réponds à votre question indirectement. En réalité, on est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que les dirigeants qui se sont succédés se sont soumis à une philosophie qui était très en vogue en fait à la fin des années 80, au début des années 90, qui a accompagné le débat sur la mondialisation, qui considérait à dire que nous allions être un pays sans usines. Nous devions devenir un pays de service, que les usines, ça n'avait plus aucun intérêt et que dans le cadre du village mondial que permettait la mondialisation, eh bien, des pays comme la Chine, des régions comme Taïwan allaient devenir en fait les usines du monde. Un certain nombre de pays, par exemple l'Amérique du Sud, deviendrait en quelque sorte le grenier du monde. Et nous, on se posait d'ailleurs la question déjà à l'époque de savoir, mais nous, qu'est-ce que nous allions devenir? Et on nous avait dit, mais vous êtes un pays de tourisme. Donc on en avait conclu que eh bien, nous avions vocation à accueillir uniquement des touristes. Donc on a vu les conséquences, évidemment, immédiatement de cette décision. C'est qu'on a accepté des politiques, notamment portées par l'Union européenne, qui sont des politiques de libre-échange généralisé, qui nous ont mis de fait en concurrence déloyale, que ce soit notre industrie ou notre agriculture, avec des pays à très bas coût, dans un moment où seul le prix comptait. Et puis, on a même poussé le vice un peu loin, puisque nous avons même financé sur des fonds européens des délocalisations d'entreprises et d'industries françaises vers d'abord les pays d'Europe de l'Est, et puis après les pays d'Europe de l'Est étant encore trop chers aux yeux de certains, vers la Chine, voire même vers le Bangladesh. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a vu s'effondrer les uns après les autres des secteurs qui étaient des secteurs puissants en France et qui ont purement et simplement disparu. La chaussure, le textile, la bijouterie et toute une série d'autres secteurs qui ont disparu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a évidemment un lien direct entre la désindustrialisation et le taux très élevé de chômage. Parce que c'est ça le sujet en réalité. Le sujet, c'est notre dépendance à l'étranger, et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Je pense que beaucoup de Français ont pris conscience de cette dépendance pendant la crise sanitaire. Mais l'autre sujet fondamental, c'est le sujet du chômage. Parce que la désindustrialisation a eu comme conséquence, évidemment, un chômage extrêmement important. Alors, venons-en aux solutions que vous proposez, puisque vous venez d'évoquer d'abord la question des traités de libre-échange. Tout simplement, comment revient-on là-dessus? Nous sommes dans un cadre européen pour ces traités de libre-échange. Il y a des contraintes. Je me souviens de votre programme de 2017 qui envisageait une sortie de l'euro et un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et à l'époque, votre parti politique disait que, en gros, 70% de votre programme ne pouvait pas être appliqué si on ne sortait pas de l'Union européenne. Ça a changé ? Ah, c'est l'Union européenne qui a changé. Elle a changé sous les coups de boutoir des peuples européens, pas assez à mon goût, hein, je vous rassure. Mais il faut quand même être honnête et faire le bilan et le constat que l'Union européenne a plutôt changé dans notre sens que dans l'autre sens, et je m'en réjouis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des alliés extrêmement puissants.
ce sont les peuples européens. Et les peuples européens ont pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer dans cette voie-là. Mais pas seulement, le monde entier a pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer dans cette voie-là. Je vous signale que j'ai un de mes collaborateurs qui rentre d'une assez longue tournée aux États-Unis. Les États-Unis ne réfléchissent plus du tout en termes de libre-échange. Pour eux, c'est terminé. Ils sont en train d'imposer des normes environnementales, des normes sociales, des normes de sécurité, et en réalité, elle est là, la solution. Et d'ailleurs, pardon, mais Mme Pollini, l'Union européenne, peu ou prou, petit à petit, est en train d'assouplir un certain nombre de ces politiques que nous avons tellement combattues. Bon, je ne parle pas de la PAC, mais on pourrait en parler. Il y a une forme un peu de début de renationalisation de la PAC. On laisse au pays le soin de déterminer les objectifs prioritaires pour l'agriculture. Là, je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que nous sommes très opposés depuis des années à la directive de 2014 sur les appels d'offres européens, qui fait que l'État, les collectivités territoriales, les grandes entreprises publiques ne peuvent pas faire travailler les entreprises françaises en priorité. On n'a pas le droit, avec l'argent des impôts des Français, de faire travailler les entreprises françaises et donc de créer de l'emploi français. Eh bien, l'Union européenne vient d'assouplir cette directive avec précisément la possibilité de mettre en place un certain nombre de normes. Ça démarre par les normes sociales, mais ce seront demain, très rapidement, les normes environnementales. Et moi, je crois qu'il faut œuvrer pour qu'il y ait aussi des normes de sécurité. Moi, je veux dire, si vous m'autorisez dans un appel d'offres à mettre une norme sociale, une norme environnementale et une norme en termes de sécurité, je ne fais travailler que des entreprises françaises. Voilà. Alors, donc, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Oui, c'est même possible aujourd'hui si on travaille sur la nature même des appels d'offres. Et voilà. Mais je vais vous donner une anecdote. C'est intéressant pour le public qui nous écoute. Je pense qu'il ne m'en voudra pas parce que c'est un propos qui était un propos public. Il y a quelques années, je discutais avec Jean-Paul Huchon, qui était le président de la région Île-de-France. Et il devait renouveler l'intégralité du parc automobile de la région. Croyez-moi, c'était beaucoup de voitures. Et il nous a proposé de passer par un contrat de location de ces voitures. Évidemment, nous sommes élevés en disant « mais pourquoi une location? Ça coûte beaucoup plus cher, chacun le sait, de louer les voitures d'un parc comme celui du Conseil régional d'Île-de-France plutôt que d'acheter des voitures ». Il m'avait dit parce que c'est un moyen de contourner l'appel d'offres européen. C'est-à-dire que si on passe par la location, on n'est pas soumis à l'appel d'offres européen et donc je peux louer des voitures françaises plutôt que d'acheter des voitures étrangères. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de la situation où nos dirigeants qui ont en quelque sorte accompagné l'ensemble de ces directives prennent conscience du caractère nocif, nuisible et donc mettent en place des voies de contournement de ces mesures nuisibles ou nocives? Vous nous dites que si on révisait ces règles d'appel d'offres, vous pouvez faire appel dans tous les appels d'offres. C'est environ, si je ne me trompe, 200 milliards d'euros par an à la commande publique en France. Vous pouvez faire appel à des entreprises françaises. Encore faut-il que ces entreprises puissent fournir. Comment on fait très concrètement pour recréer un tissu industriel? Par où commencez-vous? Là, si vous étiez élu demain, quelles sont les dispositions que vous prenez pour permettre à des entreprises françaises de surgir? Dans quelle filière et pourquoi? Alors, vous avez raison de dire que ce qui a été détruit, très rapidement d'ailleurs, en l'espace quasiment de 15 ans, ne pourra pas être reconstruit sur un quinquennat. Il faut envisager au moins, je veux dire, une politique telle que celle que je souhaite mettre en œuvre sur 10 ans. La première des choses, c'est d'abord d'axer tout, et moi c'est ce que je souhaite faire, tout pour les TPE, PME, ETI. C'est-à-dire, je pense que vraiment, c'est elles qui sont susceptibles de créer de l'innovation, sont elles qui sont susceptibles de créer de l'emploi, et donc elles doivent faire l'objet d'une attention prioritaire, particulière, alors que pendant longtemps, on s'est plutôt mis au chevet des grands groupes. Par exemple, pour la baisse des impôts de production, c'est d'abord, il faut envisager cette baisse pour les TPE-PME. Pour l'impôt, pour les crédits d'impôt recherche, honnêtement,
ce sont les grands groupes qui ont capté l'intégralité des fonds. Il faut que ce soit les TPE, PME, ETI. Donc vous faites comment? Vous prenez quelles dispositions pour, j'allais dire, d'abord pour prioriser les TPE, PME? C'est simple, ce sont des seuils au-delà desquels, si vous voulez, en dessous desquels on donne une priorité, évidemment, aux entreprises. Troisièmement, je mets en place, évidemment, la commande publique. Ça marche très bien en Vendée. Je ne sais pas s'il y a des Vendéens dans la salle, mais en Vendée, quasiment l'intégralité des collectivités territoriales font appel à des entreprises vendéennes. Il se trouve que c'est quasiment l'endroit en France où il y a le moins de chômage. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation absolument directe. Mais ce qui est sûr, c'est que recréer des filières, ça nécessite d'avoir un État stratège. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un État soit capable de voir assez loin pour se dire il est nécessaire de combler des filières là où il y a des trous dans la filière, c'est-à-dire là où en réalité on ne peut pas aller rechercher la plus-value maximum. On peut parler de l'agriculture, hein, parce qu'après tout, c'est une entreprise, ce sont des entreprises comme les autres, hein, ce n'est pas quelque chose à part. Par exemple, réfléchir à la mise en œuvre d'abattoirs qui permettent à une filière agroalimentaire d'être cohérente, je crois que c'est quelque chose qui relève de l'État stratège. Il y a tous les secteurs dont dépend notre souveraineté, tous les secteurs dont dépend notre avenir, c'est-à-dire les secteurs technologiques. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est le rôle de l'État de déterminer précisément qu'est-ce qui doit être fait pour nous permettre d'avoir ces filières qui nous manquent, qui nous ont manqué pendant la crise sanitaire. On peut parler, par exemple, du principe actif du paracétamol. Bon, on sait très bien que nous n'avons pas aujourd'hui le principe actif du paracétamol capable de pouvoir permettre d'avoir du paracétamol qui est évidemment un médicament de base. Justement, là, on voit que certaines entreprises, on en a reçu tout à l'heure ici même, sont en train de relocaliser. Ça n'est pas évident, ça nécessite d'abord qu'il y ait ensuite des acheteurs qui puissent acheter ces produits, alors même que quand on fabrique en France, on a des coûts de production plus élevés, ne serait-ce que parce qu'on a une protection sociale, des salaires, etc. Comment vous compensez le surcoût pour faire en sorte que vos entreprises ne fassent pas faillite dans les 10 ans qui viennent parce qu'elles n'auront pas de marché? Alors, ce dont vous parlez, en fait, mobilise énormément de sujets. Le premier sujet, c'est la concurrence déloyale. D'abord, il faut faire cesser la concurrence déloyale. Ça veut dire que nous sommes soumis à des normes, certaines sont utiles, d'autres sont inutiles. Il va falloir œuvrer sur les normes inutiles qui sont autant de freins, d'ailleurs, à nos entreprises. Mais pour les normes utiles, la moindre des choses, c'est d'interdire l'importation de produits qui ne répondent pas aux normes que nous sommes fixées, parce que ces normes-là sont un choix de société. Alors là, pour le coup, vous vous heurtez aux règles européennes. Ah non, mais... Ben pardon, mais non. Non, à un moment donné, il faut expliquer à l'Union européenne qu'elle nous a escroqués en quelque sorte. Elle nous a dit supprimez vos frontières nationales, supprimez vos droits de douane aux frontières nationales, nous allons vous protéger, nous allons protéger le marché européen en mettant des droits de douane et en effectuant une protection aux frontières européennes. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de droits de douane et il n'y a plus de protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à des fraudes. Je vous parle de fraude, c'est-à-dire qu'un rapport sénatorial dernièrement a indiqué que 25% des importations alimentaires sont frauduleuses. Or, personne ne surveille ça. Donc il faut déjà se donner les moyens de faire surveiller si les importations qui sont effectuées ont le droit d'être vendues sur nos territoires. Et ça, donc vous rendez des ça moyens n'est pas fait. À l'ancienne DGCCRF qui a été départementalisée. Il faut évidemment mettre des moyens dans la DGCCRF. Il faut embaucher 6000 douaniers, parce qu'un douanier qu'on embauche, figurez-vous, ça ne coûte rien. Parce que la réalité, c'est qu'il rapporte plus en amende, etc., qu'il ne coûte en fait à l'État. Donc ça, c'est déjà la première des choses, lutter contre la fraude. Oui. C'est, à mon avis, absolument essentiel. Et imposer, encore une fois, ce choix de société qui dit nous sommes choisis des règles, ça n'est pas pour que nos producteurs, nos industriels se retrouvent confrontés à une concurrence qui ne les respecte pas. Deuxièmement, il va falloir agir sur la formation. Car nous sommes confrontés depuis 30 ans aussi à une dévalorisation du travail manuel et du travail industriel. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise là qui me disent on n'arrive pas à embaucher. Alors on n'arrive pas à embaucher, certains pensent,
qui ont une vision très libérale, se disent « Ah ben ils n'arrivent pas à embaucher, ça veut donc dire que les 5 600 000 chômeurs en France sont en réalité des feignants. » Ça n'est pas vrai. Ils n'arrivent pas à embaucher parce qu'il n'y a plus de savoir-faire industriel. Comme nous n'avons plus d'industrie, ou très peu, nous n'avons plus en réalité de gens qui ont les compétences industrielles pour pouvoir être assez facilement formés sur un autre secteur. Donc il va falloir agir dans ce domaine de la formation. Et moi j'ai fait une proposition qui est assez simple, hein, qui consiste à dire les entreprises sont les meilleures formatrices de leurs propres besoins salariés. Mais il ne faut pas que ça leur coûte. Donc un lycéen, ça coûte 11 000 € par an à l'État, à nous tous. Un étudiant, ça coûte 17 000 € par an. Eh bien, on va prendre 50% de cette somme pour les entreprises qui acceptent de former des jeunes, lycéens ou étudiants, comme apprentis ou par l'intermédiaire d'un contrat de professionnalisation pour leur permettre d'acquérir un savoir-faire qu'aujourd'hui, on a du mal à leur faire acquérir parce qu'on n'a pas les instituts de formation qui sont adaptés. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on travaille sur les secteurs en tension. Ça c'est une mesure qui ne coûte rien, c'est assez rare en politique, hein. Mais c'est une mesure qui ne coûte rien. À la sortie de tous les lycées franciliens, il faut qu'à partir du mois de janvier, il y ait l'intégralité de la liste des secteurs qui embauchent et des secteurs qui débauchent. Parce que nos jeunes ne savent pas vers où, en l'occurrence bien souvent, se tourner et ne connaissent pas 1% des métiers possibles dans toute la France. Donc ça, c'est évidemment un élément très important. Mais au-delà de ça, il faut leur permettre d'accéder à des fonds propres. Nos entreprises et nos industries qui veulent se créer ou se recréer ou se réinstaller. Et là, j'ai une mesure qui est fondamentale, qui est la mesure d'un fonds souverain dont l'objectif est de mobiliser l'épargne des Français, car cette épargne est extrêmement importante et pour l'instant est immobile. Donc l'idée, c'est d'emprunter auprès des Français à 2%, ce qui est quand même 8 fois, au moment où nous nous parlons, ce que livre le livret A. Dans le but, à raison de 100 milliards par an, d'arriver à un fonds souverain de 500 milliards qui permettent, en même temps d'investir en fonds propres dans les entreprises qui sont rentables, les entreprises françaises, mais qui n'arrivent pas à trouver aujourd'hui des concours bancaires, pour permettre d'investir dans des entreprises à forte innovation, des entreprises technologiques, des entreprises qui nous rendent une souveraineté, mais pour pouvoir aussi investir d'ailleurs dans des infrastructures qui sont des infrastructures qui rapportent. Parce que je pense que c'est le seul moyen de pouvoir mobiliser des sommes assez importantes pour faire ce travail-là. Parce que permettez-moi de vous dire que France 2030, avec 30 milliards sur 10 ans, mais 30 milliards sur 10 ans, c'est rien. Ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il est nécessaire de mobiliser pour créer une vraie, une vraie impulsion en matière de réindustrialisation de notre pays. Donc, vous fondez cela sur une sorte de grand emprunt, oui, en vous appuyant sur l'épargne des Français. Et vous proposez, parce que vous êtes passé un petit peu vite sur la question de la définition des filières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement en gros, tout simplement, qu'est-ce que nous devons encore fabriquer en France? Qu'est-ce qui doit se fabriquer à échelle européenne? On entend beaucoup aujourd'hui de politiques qui disent qu'il faut se focaliser sur les produits à haute valeur ajoutée, les produits technologiques, sur l'innovation. Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est autre chose? Comment on définit ce dont nous avons besoin directement et à quelles échelles? On va le définir d'abord avec les secteurs industriels en question. Mais l'idée, c'est de réduire notre dépendance à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut évidemment investir dans la recherche et le développement des technologies du futur pour ne pas être dépendant de la technologie étrangère, mais aussi sur les produits. Quand je vous parle du paracétamol, par exemple, c'est essentiel. Si vous voulez, c'est extrêmement important. Mais il y a les algues.
il y a toute une série de sujets qui sont des sujets qui vont être des sujets de la technologie de demain, qui vont être en lien aussi avec nos propres forces. Nous avons un domaine maritime qui est le premier, y compris sous-marin, qui est le sous-marin qui est le premier du monde. Bon, on sait très bien qu'il y a là des moyens de recherche dans le domaine des nanotechnologies qui vont nous permettre demain d'avoir un avantage sur les autres pays. Et puis, il y a des éléments qui sont, s'ils sont absents ou s'il y a une rupture mondiale, eh bien notre économie s'arrête. On le voit avec le bois. Vous voyez bien que des secteurs entiers aujourd'hui sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de bois. Voilà, parce qu'il y a une pénurie de bois. Mais pourtant, on en a du bois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie alors qu'on a du bois? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a énormément de forêts qui appartiennent à l'État, c'est-à-dire à vous, hein, à nous, autres Français. Eh bien, ces forêts coupent du bois et les vendent aux Chinois. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois achètent le bois plus cher que ne sont capables de l'acheter les scieries françaises. Donc toute la question philosophique que je me pose et que je vous pose, enfin moi j'ai répondu à la question, c'est est-ce que dans ces conditions-là, on fait du patriotisme économique ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'on fait moins de bénéfices en vendant notre bois à nos scieries françaises pour pas qu'elles soient à l'arrêt? Ou est-ce qu'on vend notre bois comme si on était n'importe quelle entreprise à la recherche du profit maximum, comme si l'État était une entreprise comme les autres, aux Chinois, parce qu'en ce moment, ils en ont besoin et qu'ils l'achètent plus cher. Est-ce que vous demandez aux entreprises de bois de faire du patriotisme économique, c'est-à-dire de vendre moins cher, ou est-ce que vous les y aidez? C'est pas le sujet. Comment vous les y aidez? Mais les scieries, je suis allé en visiter une de scieries. Il me dit, mais moi, le problème, c'est que je ne peux pas acheter de bois, parce que l'État ne me le vend pas. Il préfère le vendre aux Chinois qui l'achètent plus cher. Je suis désolé, mais là, il y a un problème d'intérêt supérieur du pays. C'est quoi le rôle de l'État? C'est aussi ça, cette question à laquelle il faut répondre. Est-ce que l'État n'est pas là aussi pour avoir un objectif qui est l'intérêt supérieur du pays, la France, et des Français? Il y a un sujet qui a surgi dans cette campagne présidentielle qui est celui du pouvoir d'achat. Et c'est extrêmement lié à cette question de la production française. Aujourd'hui, l'idée qu'ont beaucoup de Français, et qui n'est pas fausse surtout, c'est que acheter des produits fabriqués en France coûte plus cher. C'est faux. Justement, définissons exactement, c'est pas faux pour tout. La question est-elle de savoir s'il faut favoriser le pouvoir d'achat des Français, ou est-ce qu'on a d'autres moyens, ou est-ce qu'il faut réorienter les politiques publiques pour que le cœur de l'acte d'achat ne soit pas le pouvoir d'achat? Bon, d'abord, oui, il y a moyen d'abord de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Moi, je compte leur rendre, je compte rendre aux ménages entre 150 et 200 euros par mois. J'ai listé toute une série de mesures, je les rendrai absolument toutes publiques pour que chacun puisse mesurer ce qu'il en est. Ça veut dire faire des choix en matière d'allocation familiale, faire des choix, par exemple, la deuxième part pleine fiscale pour la part pleine fiscale pour le deuxième enfant, par exemple. C'est la nationalisation des autoroutes pour faire baisser les péages. C'est la privatisation du service public de l'audiovisuel pour supprimer la redevance TV. C'est la baisse de la TVA à 5,5 sur l'énergie, c'est-à-dire électricité, gaz, fuel et carburant au lieu de 20%, ce qui rend 12 milliards d'euros aux Français. Donc oui, il faut leur rendre du pouvoir d'achat. Mais la vraie question de fond, Mme Poligny, c'est est-ce que vraiment, aller acheter à l'étranger, est-ce que c'est vraiment moins cher? Parce que je suis désolé, mais est-ce que vous avez déjà vu dans la grande distribution des t-shirts à 1,50 €? Assez rarement quand même. Or, on s'est aperçu que il y avait un certain nombre de gens qui s'étaient fait beaucoup d'argent, en fait, sur le fait d'aller chercher à très bas coût des productions à l'étranger. La marge qu'ils se font est plus importante, mais vous, consommateurs, est-ce que véritablement, en toutes circonstances, vous payez les produits moins chers depuis qu'on va les acheter, parfois 50, 100 fois moins chers à l'étranger? Je ne suis pas du tout sûr de cela. Et puis, il y a autre chose. C'est que sur le t-shirt à 10 € que vous achetez dans la grande distribution, qui a été acheté en pièces, je ne sais pas quoi, 10 centimes, 5 centimes en Chine. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a le prix du chômage aussi qui n'est pas sur l'étiquette. Or, le prix du chômage, c'est vous, c'est nous qui le payons. C'est-à-dire que plus il y a de chômage, plus en réalité le coût du travail est important. Parce que plus tout ce qui relève de la solidarité nationale
pèse sur le prix du travail. Donc, c'est du perdant-perdant. Et c'est ça aussi le calcul qu'il faut faire si l'État était véritablement juste, il ferait ce calcul-là. Et que l'État fasse ce calcul, certes, mais là, en l'occurrence, vous demandez aux citoyens français de faire ce calcul. Mais ils veulent le faire. De fait, ils voudraient le faire, et on sait très bien que beaucoup de Français, toutes les études d'opinion le montrent, disent qu'ils voudraient acheter Made in France. Oui. Le problème est que et qu'ils sont même prêts à l'acheter un peu plus cher. Ils sont prêts à le faire. Jusqu'à quel point? C'est-à-dire, est-ce que là, vous proposez des mesures pour faire en sorte que, justement, il n'y ait pas ce blocage du prix? Comment on fait pour que ça ne repose pas sur les épaules des citoyens, que ce ne soit pas eux qui soient obligés d'arbitrer et de se dire « je vais acheter par patriotisme ». Mais d'abord, pour acheter par patriotisme, encore faudrait-il pouvoir le faire. Bon. C'est bien ce que je vous dis. La réalité, c'est que l'Union européenne interdit l'étiquetage de la production d'origine. Et ça, c'est en même temps une manière de nous infantiliser qui est inouïe, et surtout, c'est une nuisance totale pour la volonté qu'ont les Français d'acheter français. On n'a pas le droit, aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, de mettre un étiquetage pour permettre aux consommateurs de décider si il achète français ou il n'achète pas français, parce qu'il n'a pas la possibilité de le savoir. Bon, je vous rappelle que nous avons obtenu l'étiquetage sur la viande, mais c'est une dérogation. Donc ça n'a pas vocation à perdurer. Voyez. Donc il faut à tout prix se battre, et nous le faisons depuis longtemps, pour obtenir, encore une fois, cet étiquetage, pour que les majeurs que nous sommes puissent déterminer si nous achetons français avec notre argent, peut-être un peu plus cher, ou si nous ne souhaitons pas acheter français. Maintenant, sur le plus cher, permettez-moi de vous donner une anecdote. J'ai rencontré, il y a plusieurs années de cela, un cadre de chez Bic. Bic, vous savez, c'est les stylos jetables et les briquets jetables. Et je lui disais, mais vous, expliquez-moi, est-ce que vous êtes compétitif par rapport aux fabrications étrangères? Et il m'avait dit, Madame Le Pen, à norme égale, à norme de sécurité égale, car, me dit-il, une partie non négligeable de ce qui est vendu dans la grande distribution ne respecte pas les normes de sécurité et ne passerait pas les tests. Ça, c'est très important. À norme égale, je reste compétitif avec des pays comme la Chine. Mais si les normes ne sont pas respectées, et si j'ai un marquage qui dit que le produit respecte les normes alors qu'il ne les respecte pas, alors là, évidemment, je ne suis plus compétitif. Et quand je vous parlais de la fraude, mon idée, c'était quoi aussi? C'était de dire, il y a un moment, il faut que quelqu'un soit responsable. On ne va pas pouvoir contrôler toutes les choses qu'on importe. Mais en revanche, il y en a un qui doit peut-être être responsable. Et surtout, quand il a un certain seuil, c'est les centrales d'achat. Elles doivent être responsables de ce qu'elles vendent aux détaillants. C'est-à-dire que si elles achètent massivement des produits qui sont en réalité des produits qui ne respectent pas nos normes de sécurité, qui ne respectent pas les normes environnementales, vous savez, qui consiste à délocaliser en fait la pollution. On est vertueux, nous on ne pollue pas, mais on achète des produits qui sont fabriqués en étant pollués. Nous on est vertueux, on ne fait pas travailler les enfants, heureusement d'ailleurs, ou on paye correctement les gens, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas, mais en revanche on va importer des produits de pays qui font travailler les enfants ou qui font travailler de manière forcée des gens, etc. Eh bien si les centrales d'achat sont les derniers responsables, pécuniairement, des amendes qui pourraient leur être les sanctionner, alors croyez-moi, ils feront extrêmement attention à où ils se fournissent et au respect des normes. Et là, on tuera la concurrence déloyale. Donc si je vous suis bien, vous augmentez les contrôles de conformité aux normes et ensuite vous faites en sorte de faire payer aux centrales d'achat. Exactement. Voilà. Je fais peser sur les centrales d'achat, il y en a 4 en Europe. 4, c'est tout. Il n'y a que 4 centrales d'achat pour toute la grande distribution française. Eh bien, si elle doit peser sur elle la responsabilité du respect des normes des produits qu'elles vendent, eh bien, croyez-moi, il y a beaucoup de nos entreprises qui seront compétitives avec les produits d'importation. Je reviens à votre question d'étiquetage qui, en effet, est fondamentale, la question de l'information du consommateur. Là aussi, vous le disiez,
l'Union européenne considère pour l'instant que ça contrevient à la liberté du commerce. Et la jurisprudence a été dite et répétée plusieurs fois. Vous faites comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en place comme rapport de force pour imposer un changement à ces règles européennes? Jusqu'où vous allez? Je cherche des alliés, et il y en a beaucoup. La réalité, c'est que cette interdiction, elle est essentiellement allemande. En fait, les Allemands ne veulent pas de cet étiquetage, parce que s'ils mettaient en place cet étiquetage, beaucoup d'Allemands s'apercevraient que ce qu'ils croient acheter allemand n'est pas allemand, en tout cas n'est pas fabriqué en Allemagne. Mais le Portugal est d'accord pour l'étiquetage, l'Espagne est d'accord pour l'étiquetage, l'Italie est d'accord pour l'étiquetage. Et donc, il suffit à un moment donné de dire aux Allemands, écoutez, il y a une majorité qui souhaite cet étiquetage et par conséquent, il faut l'imposer. Parce que c'est ça aussi, si vous voulez, c'est la capacité de résister à des pays qui sont des pays puissants et qui défendent leurs propres intérêts, alors que nous n'avons jamais la capacité de défendre nos propres intérêts. Je crois, ce sont des bras de fer à mener. Mais pour l'instant, on ne les mène pas. On fait croire qu'on les mène, mais on ne les mène pas véritablement. Et de temps en temps, il faut faire un peu de forcing. Qu'est-ce que va faire l'Union européenne si demain on décide d'accepter l'étiquetage de nos productions? Ils vont nous faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont nous menacer? Oui, ils vont nous sanctionner? Bon, ça tombe bien, figurez-vous que nous versons 9 milliards de plus chaque année que ce que nous touchons de l'Union européenne. Vous voyez, donc on a de la marge en termes de sanctions. Donc on déduira de ces 9 milliards les sanctions qui éventuellement nous seraient imposées. Il faut mener le bras de fer, la défense du peuple français, la défense de l'emploi français, la défense des entreprises françaises, à un moment donné, doit être fait avec autorité. Je suis désolé de le dire, il faut faire preuve d'autorité, y compris à l'égard de l'Union européenne. Merci beaucoup Marine Le Pen, merci pour cette présentation de votre programme.